Welcome to Candid Creoles, where we elevate and celebrate Haitian excellence and friends. And today we have the mayor of Lekay. Lekay is a city in the south of Haiti. Welcome et bienvenue, Madame Rameau. Bonsoir Isabelle et bonsoir à tous ceux qui vont écouter et regarder Candid Créole. C'est une bonne occasion de promouvoir tout ce qu'il y a d'excellent, tout ce qui se fait de bon en Haïti pour recadrer notre image à travers le monde. Et moi, je vous apporte la voix du Sud, de toute la presqu'île du Sud et particulièrement de la ville d'Ekaï. Merci beaucoup. C'est exactement ce que Candid Creoles veut faire aussi, c'est recadrer la réputation et la voix des Haïtiens partout à travers le monde. C'est vraiment bien. Donc, une petite description de Madame Rameau. Madame Rameau était nommée présidente de la commission municipale d'Ekaï par arrêté présidentiel du 3 juillet 2020. Et Madame Rameau est également professeure de communication à l'École de droit et des sciences économiques et administratives d'Ekaï. Madame Rameau était aussi membre de la commission présidentielle intitulée Comité de facilitation du dialogue national interhaïtien. Et en août, de août 2018 à février 2019, Madame Rameau était Child Care Manager au centre d'accueil Projet Espoir Sud pendant une dizaine d'années, soit d'octobre 2007 à juin 2017. Elle a travaillé avec les Nations Unies et a occupé la fonction d'officier des affaires civiles de la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, MINUSTAH. Et à ce titre, elle agissait sur toutes les questions techniques se rapportant à la bonne gouvernance, l'appui institutionnel et les processus de déconcentration et de décentralisation. Et précédemment, Mme Rameau avait servi son pays, Haïti, comme maire adjoint de la commune d'Ekaï pendant 3 ans. Et elle a également une expérience étendue dans le domaine de l'enseignement. Et Mme Rameau a une formation en sciences juridiques et est détentrice d'un diplôme de comptabilité et de gestion administrative. Elle fait actuellement des études pour une maîtrise en sciences de l'éducation. Elle a reçu plusieurs prix, dont la bénédiction apostolique de sa sainteté, le pape Benoît XVI, pour les services méritoires rendus à sa paroisse Saint-Michel, où actuellement elle fait partie de plusieurs groupes. En octobre 2021, Mme Rameau a été nommée Caribbean Civility Person of the Year. Mes compliments. Et les différents séjours effectués hors d'Haïti et en France, Italie, États-Unis d'Amérique, Nassau et la République dominicaine depuis 1989 ont particulièrement amélioré ses connaissances en langue étrangère, l'anglais et l'espagnol, et lui ont permis d'être ouverte aux autres cultures et au respect de la diversité. Madame Rameau est mariée et est mère de 2 enfants. Bon, on a beaucoup à parler, hein? Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci. Donc, pouvez-vous nous dire, et je sais que vous êtes d'Ekaï, et pouvez-vous nous parler de votre enfance au Caille? Merci Isabelle, merci pour cette description. Effectivement, je suis née au Caille. Mon père et la famille Rameau était établie au Caille depuis plusieurs années, depuis plusieurs générations, mais ma mère est de Maniche. Donc, j'ai toujours vécu au Caille. J'ai été à l'école chez les Sœurs de Sainte-Anne, à l'école normale des Cailles, et à l'école Saint-Michel, et même pour les études professionnelles, à l'école de droit, à l'école de commerce Julien Crane, et on a toujours évolué un petit peu dans la ville. Et alors, vous n'avez pas dit aussi que j'ai animé des émissions de radio pendant beaucoup d'années. J'étais membre de plusieurs organisations, particulièrement j'étais membre du président du Rotary Club pendant une année, Rotary Club d'Ekaï, et ensuite secrétaire général de l'Association du Sud pour la protection de l'environnement. Là, on a fait pas mal de plaidoiries tant à la radio qu'à la télévision pour une éducation environnementale, pour le respect, pour le reboisement, et la gestion des déchets, tout ce qui concerne
l'environnement. Donc, on a fait, pendant plusieurs années, j'avais fait de ça un cheval de bataille pour animer des émissions à la radio et à la télévision. Donc, et c'est vrai que vous avez dit que j'ai 2 enfants, mais il y a beaucoup de personnes qui m'appellent maman ou bien marraine, parce que dans la ville, on m'appelle toujours pour les graduations, pour les écoles. J'ai beaucoup de filleuls et j'ai beaucoup d'enfants également qui reçoivent mon appui pour pouvoir ou bien aller à l'école ou bien avancer et s'orienter dans la vie. Donc, j'ai donc 2 enfants biologiques, mais beaucoup d'autres enfants à qui j'apporte de l'appui. C'est un peu ça, parce que le pays, on a besoin de s'entraider, on a besoin de beaucoup de gestes de solidarité. Voilà, pour le parcours, bon, c'est un peu ça. D'accord, c'est bien. Bon, c'est vrai et ce que vous avez dit parce qu'on doit s'entraider, et spécialement avec ce qui se passe en Haïti. Et je sais que notre mission à Candide Créole, c'est de créer un nouveau, comment dirais-je, la réputation qu'on a, on veut la changer. C'est la raison pour laquelle j'ai débuté Candide Créole, pour que le monde entier puisse savoir qui nous sommes. Donc, et qui sont les Haïtiens, qui sont les descendants d'Haïtiens et Haïti aussi, qu'est-ce qui se passe en Haïti. Et je sais que vous vivez en Haïti, donc c'est pas facile maintenant pour vous parce qu'il y a tant de personnes qui essaient de laisser, et spécialement la capitale Port-au-Prince, ça ne va pas pour beaucoup, ça ne va pas bien. C'est pas l'Haïti que moi je connaissais. Donc, et comment c'est pour vous au CAI? Okaï, c'est une autre ville. Nous sommes en Haïti, mais c'est une autre ville. C'est la ville de l'hospitalité, c'est une ville où il fait bon vivre. C'est vrai que nous avons été frappés par le séisme le 14 août dernier, mais il fait toujours bon de vivre au Caille parce que au niveau des autorités, c'est une petite ville, tout le monde se connaît. Tout le monde connaît tout le monde. Sous le leadership du délégué, il y a toujours une réunion entre les autorités pour faire la mitigation, pour prévoir ce qui va se passer, quels sont les événements, quelles mesures sécuritaires, quelles patrouilles, comment on doit faire pour avancer, pour aider la population. Donc, sous son leadership, le centre d'opération d'urgence a bien opéré. On a réuni tous les directeurs départementaux. On a fait beaucoup de tables sectorielles avec les ONG. Quand je dis tables sectorielles, les ONG qui viennent aider. Certaines personnes viennent pour la construction, eh bien, vous faites une table sectorielle avec le ministère des TPTC. Si vous apportez de l'aide en médicaments ou bien en médecin, eh bien, votre table sectorielle santé se réunit avec le directeur de la santé. Pour l'éducation, table sectorielle protection, parce qu'il faut également protéger les enfants. On a enregistré des cas de viol sous les tentes et il y a eu des plaintes acheminées au ministère des Affaires sociales, au ministère Ça, c'est après le séisme parce qu'il y a tant de personnes qui ont perdu leur maison. Oui, C'est c'est ça? ça. Donc, Oui. ils dorment Oui. sous les tentes. Oui. Alors, si je vais un peu trop vite, parlons du séisme, si vous Oui, voulez. parlons du séisme parce que vous étiez là. Oui, bien sûr, j'étais au CAI. Je suis la mairesse de CAI, j'étais là parce que justement, on planifiait, c'était la veille de la patronale. La patronale, c'est le 15 et le 14, c'était déjà beaucoup d'activités, et nettoyage, décoration. Donc, il y avait plein de gens au CAI alors qui étaient venus pour ça. Oui, il y avait plein de gens dans la ville. Il y avait la veille dans la soirée, il y avait des festivals de rue, les gens Oui. s'amusaient. Et samedi matin, jour de marché où on doit se préparer, les derniers préparatifs. Dans l'après-midi, on devait avoir la procession à l'église. Et puis tout ça. Et le matin, voilà, j'étais au téléphone quand ça a commencé à secouer. Et franchement, tout a chambardé. Et à l'instant même, et tout de suite après, je suis sortie. J'ai vu que dans mon quartier, il y a une maison qui est tombée. Les agents de sécurité sont venus savoir ce qui s'est passé si je suis en forme. Là, j'étais en forme. Là, je suis sortie pour voir comment coordonner, comment apporter de l'aide, passer à l'hôpital, voir les blessés. Il y a un maire adjoint qui était blessé. Et du coup, il est à l'hôpital, faire le nécessaire, l'envoyer à l'hôpital Bonnefin. Arrivé à Bonnefin, l'hôpital s'était effondré. Il est revenu. L'hôpital était effondré, le bâtiment. Oui, la salle d'opération est effondrée. Donc, c'est un vol humanitaire qui l'a emmené à Port-au-Prince. Donc, quand on a fait le tour de la ville, j'ai été voir l'évêché qui est tombé, le collège Saint-Jean qui n'est pas là,
L'école Saint-Michel, qui n'est pas là, beaucoup de maisons qui étaient effondrées. Est-ce que c'est la majorité là où vous étiez au CAI? C'est la majorité des maisons qui sont effondrées, Oui, beaucoup de maisons, surtout les anciennes maisons. Les anciennes maisons. Anciennes maisons. Les constructions anciennes, c'est pierre sur pierre, mais les constructions nouvelles, c'est en maçonnerie chaînée. Depuis 2012, le ministère de la TPTC a publié un code du bâti. Il faut qu'on respecte les normes de construction pour que ce soit parasismique. Donc, après le séisme de 2010, TPTC avait pris des mesures et a sorti un code et a demandé à tout le pays de faire respecter, de faire la formation, de faire des séminaires, ce qu'au niveau de la mairie, nous avons fait avec les contremaîtres, les maçons et les ingénieurs. D'ailleurs, pour construire, il faut apporter votre plan pour que les ingénieurs de la mairie puissent superviser, voir si vous respectez les normes, non seulement pour la construction, afin que ce soit en maçonnerie chaînée, mais aussi par rapport à la sanitation. Est-ce que par rapport à la qualité du sol, les fosses que vous allez forer, est-ce que ça correspond? Il y a aussi l'accessibilité pour les personnes handicapées. Donc, dans toutes les maisons, on doit vérifier si chaque petit point est respecté et si vous êtes vraiment propriétaire. Si c'est parasismique et paracyclonique. Donc, il y a tout ça. Donc, les maisons sont effondrées, certes, mais les anciennes maisons ou bien les maisons mal construites. Parce qu'il y a pas mal de quartiers précaires où les gens ne respectent pas vraiment les normes de construction. On ne met pas la quantité de matériaux, les matériaux ne sont pas bien dosés. Et il y a également beaucoup d'écoles et beaucoup d'églises. Et pour construire une école, c'est quand même une grande surface. Et puis les églises aussi. Beaucoup d'églises sont effondrées. Donc, est-ce que Donc, c'est parce que les églises, les bâtiments, c'est ancien, ça. C'est à cause de ça, parce que les bâtiments nouveaux ne se sont pas effondrés, c'est ça? Alors, ce n'est pas tous les nouveaux bâtiments, mais quand même, les raisons pour lesquelles les maisons sont effondrées, on ne peut pas savoir. On est sur une faille, on est tout près de la faille. La ville de Caen inclut du sable et de l'eau. Est-ce que c'est le sable? Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est la qualité de la construction? Donc, il y a beaucoup de causes. Il y a beaucoup de causes. Quand vous allez dans la commune de Campérin, Campérin est sur un peu près ou bien tout près de la faille, et il y a la qualité du sol où le sol est en calcaire et il y a également des grottes. Donc, vous construisez en surface et il y a des grottes et les grottes sont en calcaire. Vous savez que quand on rentre dans les grottes, il y a les stalactites et les stalagmites. Donc, ça se liquéfie. C'est un sol qui se liquéfie. Donc, dès qu'il y a une secousse, le sol se liquéfie et les maisons sont effondrées. Le sol n'est pas ferme. Donc, c'est l'étude, la cartographie des risques démontre la qualité du sol. Donc, il faut connaître la qualité du sol avant de construire. Avant de construire. Sa maison, tout ça. Donc, au niveau de la mairie de Caen, nous autres, nous avons un service de génie municipal avec 8 ingénieurs. Nous faisons des visites de supervision au niveau de la ville, des techniciens qui font le dépistage. Quand on construit, on vérifie si vous avez soumis vos plans pour voir si les normes sont respectées, si vous êtes autorisé à construire selon le plan que vous avez donné. Et d'autres visites de supervision suivent pour savoir si vraiment vous respectez ce qui est écrit dans le plan. Oui, bien sûr. On a fait la réutilisation avec les écoles qui font les ingénieurs, avec les contremaîtres. Vous savez qu'il y a beaucoup de contremaîtres. Tout le monde ne va pas à l'école pour être boss maçon, pour construire une maison pour vous. Donc, c'est des petits métiers où chacun s'y met, c'est sur le tas qu'on apprend. Donc, même si vous apprenez sur le tas, on a essayé de recenser ces gens, les mettre en association et faire des formations, leur donner quelques livrets et quelques formations sur la maçonnerie chaînée. Donc, oui, la formation doit être une priorité quand même, c'est ça. Oui, en effet. Donc, la population doit être accompagnée pour construire les maisons. Donc, pour le séisme, comme vous me dites, il y a beaucoup de maisons qui sont détruites. Pour le moment, on avait 4 bibliothèques au cas, et les 4 bibliothèques ou bien effondrées, ou bien c'est hors d'usage. Les espaces de loisirs, le terrain de football, c'était occupé par des personnes déplacées, des tentes. Donc, il y a toujours beaucoup de tentes. Oui, sur le terrain de football, il y a encore des tentes. Et tout le monde n'a pas pu reconstruire sa maison. On n'a pas pu reconstruire. On a commencé à reconstruire. Et qu'est-ce qu'on va faire avec, qu'est-ce qui est en place maintenant pour aider tous ces gens-là qui ont perdu leur maison? Et spécialement ceux qui n'ont pas la possibilité de reconstruire pour l'instant. Pour le moment, au niveau du gouvernement, en octobre, on a fait ce qu'on appelle le PDNA, Post-Disaster Need Assessment. C'est un document qui est sorti, qui vient d'être publié par le gouvernement,
mais on a fait plusieurs ateliers au CAI avec tous les secteurs, avec les maires de toute la commune, qui ont consolidé les informations qu'on a eues sur les dégâts par secteur. Parce qu'il y a eu des dégâts dans l'agriculture, c'est toute la presqu'île du Sud, c'est 4 départements qui sont endommagés. Donc, il y a eu des dégâts dans l'agriculture, des dégâts au niveau du cheptel. On a perdu, il y a eu des éboulements, des glissements de terrain, des dégâts au niveau des routes, et pas seulement les maisons. Il y a eu des dégâts aussi au niveau du système de la DINEPA. On ne pouvait pas trouver de l'eau. Et si vous avez un puits chez vous, le puits est ensablé. Donc, il faut aller creuser d'autres puits. Donc, c'était tout. Oh là là. Tous les secteurs. Tous les secteurs. C'est le système électrique. On est resté plus de mois sans électricité du tout, sans énergie. Est-ce qu'avant le séisme, est-ce que les CAI avaient l'électricité? Parce que je sais qu'à Port-au-Prince, c'est vraiment difficile. Il y avait l'électricité, on avait 6 à 8 heures d'électricité par jour. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont l'énergie renouvelable, qui utilisent les panneaux solaires. On en a beaucoup. Parce que pour le Sud, les moteurs qui ne fournissent pas suffisamment de mégawatts. Et il y a également la centrale à Somaturine qui n'est pas toujours maintenue, ou bien la quantité de mégawatts que ça fournit ne peut pas alimenter toute la population. Toute la population des CAI. Oui, normalement, Somaturine doit alimenter Campérin, la commune de Campérin, la commune de Maniche, il y a toutes les communes avoisinantes qui doivent recevoir de l'énergie, et puis sur les CAI aussi. Et donc, la population s'agrandit. Donc la capacité de la centrale ne peut pas alimenter tout le monde. Donc, il y a eu beaucoup de... Et je sais que pour aller au CAI, au sud, il y avait de la difficulté parce que ou pas qu'à passer Matissan, c'est ce qu'on a dit. Donc, comment, parce que on s'est parlé avant cette conversation-là, et je sais que vous avez, vous aimeriez bien que les personnes puissent savoir comment, si c'est possible, de venir visiter les CAI. Bien sûr, on peut visiter les CAI parce que l'aéroport fonctionne. Nous avons notre aéroport qui fonctionne. On travaille là-dessus depuis plusieurs années. On avait voulu agrandir pour que ça soit un aéroport international. Mais pour le moment, on reçoit les charters. Il y a la compagnie Sunrise, il y a la compagnie MAF qui fait le parcours tous les jours. On pouvait acheter votre billet à Port-au-Prince ou bien en ligne et venir au CAI. Et il y a eu beaucoup de vols humanitaires également. Donc, pour les CAI, si on prend l'avion, on ne peut pas venir directement. Mais si l'avion vous met à Port-au-Prince, vous faites la connexion avec Sunrise et vous venez au CAI. C'est tranquille, c'est calme. On n'a pas de gang connu au CAI. C'est vrai qu'il y a des petits vols, des petits braquages, mais les autorités contrôlent la situation. De temps à autre, le commissaire du gouvernement, la police, de temps à autre, ils font des patrouilles, ils mettent la main sur ceux qui veulent mal agir sur les délinquants. C'est une petite ville, si vous avez un bon service d'intelligence, vous allez facilement détecter qui fait quoi, et quand ça ne marche pas, et vous pouvez vous repérer et voir où ça ne marche pas et pourquoi ça n'a pas marché. Donc quelqu'un peut rentrer à Port-au-Prince et immédiatement prendre un avion pour aller au CAI. Bien sûr, c'est 30 minutes, c'est 30-35 minutes pour arriver au CAI. Et il y a des charters, si vous avez des urgences aussi, il y a des charters qui peuvent vous emmener au CAI. Mais les charters, c'est quand même 4 personnes. Et puis, avec Sunrise, c'est des vols des avions qui peuvent contenir 19 jusqu'à 34 personnes. Donc, la piste, on est en train de travailler sur la piste pour agrandir la piste. La piste pour nous permettre de recevoir de plus gros avions et tout ça. Donc, vous faites tout ce qui est possible pour empêcher que ce qui se passe à Port-au-Prince ne continue pas, ou du moins pas continuer, n'arrive pas aussi au CAI. En fait, les causes profondes de toute cette situation de sécurité, ça demande beaucoup d'analyse sociologique. Il faudrait voir, est-ce qu'il y a des centres de rééducation? Pourquoi il y a tant de délinquance? Est-ce que quelqu'un qui a fait la prison, il y a beaucoup de cas de mineurs en contravention avec la loi. Les mineurs qui sont en contravention avec la loi, quand vous les mettez au dehors, les parents ne les accueillent pas à nouveau. Donc, ils grandissent comme des exclus de la société. Il y a aussi beaucoup d'enfants de rue
Il y a beaucoup la violence familiale qui met les enfants dans la rue. Au niveau du département du Sud, on a beaucoup d'orphelinats. Beaucoup d'orphelinats. Mais qu'est-ce qui est la cause de cela? Eh bien, voyons, on peut parler de pauvreté. Et plus la famille est pauvre, plus on a des enfants. On constate que les enfants, les familles modestes ou bien les familles de classe moyenne font 2 ou 3 enfants. Mais dans la masse, jusqu'à présent, il y a des gens qui font 8, 10 enfants. Donc, quand on a 8 enfants, mais on n'a pas les moyens de s'en occuper, et parfois, c'est le concubinage. Il y a aussi une loi sur la paternité responsable qui est sortie pour permettre aux parents ou bien aux pères de prendre leurs responsabilités. Il y a beaucoup de Oui, pères c'est qui ça. sont par la Mais loi. est-ce qu'ils le font maintenant qu'il y a... Donc, c'est comme une nouvelle loi, alors? Oui, c'était une bataille avec, je ne me rappelle plus quel ministre, qui a fait adopter cette loi pour recherche de paternité pour permettre aux pères de prendre leurs responsabilités. Ils doivent le faire, c'est totalement. Il y a beaucoup de familles monoparentales. Donc, les enfants grandissent seuls. Il y en a qui finissent dans les rues quand on n'a pas à manger. On est dans On une va famille. faire n'importe quoi pour survivre. On fait n'importe quoi, la mendicité, on essuie les véhicules, on fait n'importe quoi pour continuer à vivre. Et là, on devient une proie facile pour tous ceux qui veulent vous emmener à faire la sécurité. On devient une proie facile. Et il n'y a pas suffisamment d'écoles professionnelles. On devrait scolariser tous les enfants, mais on n'arrive pas à scolariser tout le monde. Si vous êtes scolarisé, OK, c'est vrai qu'il y a des écoles, mais les parents doivent avoir les moyens. 80% des écoles sont privées. Cela veut dire qu'il faut avoir de l'argent pour envoyer les enfants à l'école. Donc, il y a non seulement la pauvreté, mais il y a un manque de moyens, il y a un problème de sous-éducation, si je peux dire, un petit peu chronique de la population. C'est parce qu'on n'est peut-être pas éduqué, on ne crée pas de richesse, on n'innove pas. Il faut innover, faire quelque chose, créer de la richesse pour pouvoir continuer à survivre. On ne peut pas attendre un job de l'État. On pense que l'État doit donner un emploi à tout le monde, alors que si on est dans un pays capitaliste et la propriété privée est garantie, eh bien, chaque personne peut créer, peut innover, venir avec quelque chose et Le travailler. secteur privé peut aider aussi. C'est pas seulement le gouvernement, parce que le secteur privé, comme vous avez bien dit, c'est un pays capitaliste. Donc, le secteur privé, qu'est-ce qu'il fait? Oui, eh bien, l'entrepreneuriat est à encourager chez les jeunes. Est-ce que le système éducatif a atteint son but? Vous avez passé 14, 15 ans d'études, 4 ans à l'université et vous attendez un emploi. Vous n'êtes pas en mesure de créer et d'innover. Moi, ce que je propose, toute cette plaidoirie que je fais, c'est qu'on a des potentialités à exploiter. Pour le Ouais. Sud, on a le vétiver, c'est dans le Sud seulement qu'on a ça. On n'a pas cette qualité de vétiver dans le Nord ou dans l'Ouest, dans les autres départements du pays. La qualité de vétiver produit l'huile essentielle, l'huile de vétiver dans le Sud, qui a obtenu un prix mondial avec M. Pierre Léger, qui a un rayon de parfum à son nom en France. Donc, c'est une potentialité, ça fait marcher l'économie, la culture du vétiver. On demande un peu plus l'accompagnement du ministère de l'Agriculture auprès de ces agriculteurs, auprès des planteurs de vétiver pour que ça se passe mieux à cause de la qualité du sol. On cultive le vétiver sur des terrains arides et quand on doit récolter, il faut secouer la terre et si toute la terre arabe s'en va, on ne pourra plus continuer à le faire. Donc, ça demande un encadrement. Mais ça fait marcher l'économie, ça fait marcher les planteurs, ça fait marcher beaucoup de personnes. Il y a plusieurs usines de vétiver. Donc, c'est un élément dans l'économie qui fait marcher l'économie. Mais on a besoin de plus que seul. Non, on a plusieurs usines. Donc, il n'y a pas que le vétiver dans le sud à faire marcher l'économie. On est une île, on a la mer, on a des kilomètres de plage qui ne sont pas exploités. La mer en tant que telle fait marcher l'économie aussi, fait venir les touristes. On peut faire des chaînes d'hôtels et tout ça. Est-ce qu'il y a toujours des touristes qui viennent au CAI? Cette temps-ci? Pour le moment, je ne sais pas si je peux les appeler touristes, mais avec la situation humanitaire, il y a beaucoup de personnes qui rentrent. Il y a beaucoup de missionnaires protestants qui rentrent, qui viennent aider dans les orphelinats ou bien qui viennent pour des raisons humanitaires. Mais des touristes en tant que touristes, cela dépend de ce que vous recherchez. À Campérin, on a Macaya, le pic Macaya, qui est un parc reconnu mondialement à cause de la biodiversité. Il y a des espèces d'oiseaux endémiques sur la planète, je vous dis, sur la planète, qui sont présents à Campérin, à Macaya. Il y a des espèces de la biodiversité, des espèces, des plantes
qui sont endémiques, mais qui sont présents à Macaya. Donc, si vous voulez faire des études sur les oiseaux ou bien sur la biodiversité, avec ces espèces endémiques, venez dans le sud. Campérin, c'est à 30 minutes d'Écailles. Donc, c'est encore un autre champ à exploiter. On a les déchets, mon Dieu. On se plaint qu'il y a beaucoup de déchets, mais c'est une matière première à utiliser pour faire de l'énergie, pour faire le biogaz, pour faire les composts au lieu d'aller d'acheter de l'engrais dans d'autres pays. Et on a les déchets domestiques à exploiter. Est-ce qu'on est en train de les exploiter? On a tout ça. Non. Jusqu'à présent, on n'a pas d'usine de recyclage. Alors, bien entendu, il y a le fer. Il y a beaucoup de personnes qui ramassent les résidus de fer et qui les vendent à d'autres institutions qui viennent les acheter, les résidus de fer, pour les refondre et faire autre chose avec. Et, bon, je ne sais plus si c'est Aciérie d'Haïti ou autre, mais on achète les résidus de fer. Mais les matières plastiques, non. Les déchets domestiques, mais non, on ne fait pas de compost. Et le site de décharge n'est pas contrôlé, malheureusement. Il nous manque encore, on n'a pas encore les fonds pour arriver à aménager. Et quel est le message que vous aimeriez, et parce que cette conversation qu'on a maintenant, ça va être publié sur les réseaux sociaux. Donc, quel message avec toutes les opportunités, parce que quand il y a des problèmes, c'est une opportunité de faire quelque chose, de résoudre quelque chose, d'apporter un nouveau système qui pourra aider mieux et la population et qui pourra créer d'autres opportunités pour ceux qui souffrent. Donc, quel est le message que vous aimeriez donner à tous ceux qui vont écouter et regarder cette vidéo-là? Donc, le message aux Caïens ou bien aux Haïtiens, c'est venez reconstruire le Sud. C'est notre pays. Donc, je vous parle des possibilités qu'il y a. Peut-être que j'attire votre attention. Je fais toute cette publicité autour des potentialités. J'ai parlé du vétiver, j'ai parlé des déchets qu'il y a à exploiter, j'ai parlé de la mer, il y a la pêche, on a une mer très poissonneuse et on n'a pas toujours les équipements pour aller en haute mer faire la pêche. Il y a l'industrie à développer dans la pêche, il y a la transformation des produits. Donc, si vous êtes d'Haïti, vous connaissez sûrement ce qu'on appelle l'âme véritable. Ça se produit à Mogo dans le sud, à Jérémy, à Chantal, à Orniquet, mais c'est un produit périssable qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas appris à conserver. J'avais parlé et... À conserver. Oui. Il y a un invité que j'avais eu. Il y a un invité que j'avais eu sur Candide Créole, c'est ce qu'il fait. Il aide les paysans, les fermiers, les fermières à cultiver et aussi à créer, à devenir des entrepreneurs avec comment on appelle ça encore en anglais, l'âme véritable. J'essayais de me rappeler du nom en anglais, mais c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il les aide à faire pour planter et puis prendre le... C'est un fruit, c'est pas un fruit, c'est quoi ça? L'âme véritable, c'est pas un fruit. Oui, c'est un fruit, pas un fruit comme quand on parle de la mangue ou bien de la banane. C'est comme les vivres alimentaires. Quand on parle de l'igname ou bien de la banane, de la D'accord. Donc, parce que c'est une façon de reboiser le pays, c'est ce qu'il fait. Et pour aider à planter et ne pas couper, et cesser de couper comment dirais-je, de détruire la forêt qu'on avait en Haïti. Donc, pour replanter, pour reboiser le pays. Et puis, il plante les arbres avec l'âme véritable, c'est ça? Donc, pour qu'ils puissent prendre ça et puis ils puissent les vendre. Et c'est comme ça rentrer une somme pour qu'ils puissent vivre avec. Donc, c'est ce qu'il les aide à faire. Et parfois aussi, ils font de la farine avec et puis ils font des bonbons avec pour qu'ils puissent vendre ça aussi. Donc, c'est ce qu'il les aide à faire. La cassave aussi actuellement, la cassave. La cassave aussi. Oh, d'accord. On met ça dans un blender avec du lait, du sucre, on assaisonne avec l'essence et puis voilà, et on va passer ça dans un blender. Je me souviens de ça. C'est onctueux, c'est délicieux à
J'ai à grandi la en formation. Haïti, donc je me souviens qu'on avait l'habitude de boire ça aussi en Haïti. Yeah, c'était vraiment Donc, bien. tout ça, la transformation des produits agricoles, les mangues aussi, vous savez, dans le temps, les mangues, les avocats, c'était utilisé pour l'élevage des porcs, mais maintenant, ça pousse à gogo. Ça pousse à gogo dans certaines zones, quand il y a beaucoup de mangues, mais on ne les conserve pas. Par exemple, les cassaveries, on plante beaucoup de manioc. En fait, la transformation des produits agricoles, c'est un champ également à exploiter. C'est un champ à exploiter. Est-ce qu'on commence à replanter maintenant au Caille? Bien sûr qu'on a commencé à reprendre, les écoles ont repris, les maisons de commerce ont repris une semaine après pour ceux qui n'étaient pas endommagés. Donc, quand il y a eu moins de secousses, ils ont commencé à faire les réparations. Mais toutes les maisons n'étaient pas tombées quand même. Il y a des hôtels qui sont restés. Ceux qui sont venus aider, ils ont pu trouver quelques hôtels. Et il y en a qui ont même été jusqu'à Port-Salut pour leur séjour parce que c'est à 30-35 minutes de Caille. Ils vont dormir à Port-Salut. Port-Salut était moins frappé et ils viennent travailler au Caille au cours de la journée. D'accord, d'accord. Donc, je sais que vous aidez beaucoup. Comme vous avez dit, vous, vous avez deux enfants, mais vous avez encore beaucoup plus d'enfants que ces deux-là. Donc, vous aidez beaucoup dans la ville d'Écaille et c'est vraiment bien parce que, comme vous avez dit, on doit s'entraider entre Haïtiens. Et puis, c'est parce que je sais très bien, pour moi, je pense que c'est ce qui manque. C'est pour ça que il y a tant de problèmes, spécialement à Port-au-Prince. L'insécurité à Port-au-Prince, tout le monde a peur d'aller à Port-au-Prince. Et ça, c'est quelque chose, c'est le pays qui perd. Parce que si Cette si on ne peut peur, si pas vous rentrer, permettez, si vous quoi? permettez, cette question qui fait peur, qui vous empêche d'aller à Port-au-Prince, ça nous a amené ça a fait une vague migratoire vers le sud. En 2010, on a eu une vague, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues habiter au Caille après le tremblement de terre, qui n'avaient pas de logement à Port-au-Prince, qui sont venus habiter au Caille. Et en 2016, après le passage de la tempête tropicale du cyclone Mathieu, il y a beaucoup de personnes dans les communes qui ont eu leur maison détruite parce que c'était en tôle ou bien qui n'ont pas résisté à l'ouragan de catégorie 4, qui sont venus habiter au Caille parce que les maisons étaient en béton. Donc, maintenant, pour le moment, la ville est surpeuplée. On a des problèmes d'embouteillage. Il y a beaucoup d'écoles et il y a beaucoup de jeunes qui viennent de Jacmel, de Jérémy, de Petit-Poivre pour venir à l'université au Caille. Donc, on a 12 universités. Les facultés pour les centres de l'éducation, pour génie civil, pour les sciences infirmières, pour le droit, les sciences économiques, les sciences de l'éducation. Est-ce qu'il y a Malheureusement, on n'a pas de autant faculté de médecine. d'universités? On n'a pas de faculté de médecine. Donc, pourquoi il y a toute cette affluence vers les cailles? C'est Oui, pour les services, c'est parce que c'est plus calme. Pour les besoins de santé aussi, c'est un hôpital départemental. Toutes les communes viennent au caille. Pour les besoins et les transactions à la banque, tout le monde vient au caille parce que dans les 18 communes du département, il n'y a pas de banque. Il y a une banque à Aken, mais pour les 16 autres communes, Caille et Aken, on a des banques, mais pour les 16 autres communes, il n'y a pas de banque. Donc, les employés publics, les policiers, les infirmières, les professeurs, tout le monde doit venir au Caille. Donc, toute cette affluence-là, on doit gérer tout ça. Donc, ça amène beaucoup de pollution, ça amène, parce que tout le monde vient au marché également au Caille écouler les produits. Dans les communes, on a un seul jour de marché. À Cavaillon, on a 2 jours de marché. À Ducis, un seul jour. À Chantal, etc. Mais au Caille, c'est 7 jours sur 7. Tout le monde vient pour écouler les produits. Donc, ça fait une affluence de gens. Ça fait beaucoup d'embouteillages. Et la ville est en train de s'étendre, justement. Euh, la ville est archi-comble, mais la ville est en train de s'étendre. Donc, les extensions de la ville vers Vernet, du côté de Simon, ou bien du côté de Coquette, Laurent et tout ça. Donc, ça donne beaucoup de travail à gérer à la municipalité. et qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette voie-là pour être la mairesse d'Écaille? Bon, alors, vous avez lu que j'ai été nommée. Je n'ai pas été élue. Peut-être, on a remarqué peut-être mon profil. Quelqu'un a remarqué mon profil puisque j'ai fait l'appui institutionnel auprès des municipalités. Je connais un peu l'administration municipale. Et mon cheval de bataille, c'était toujours l'environnement et les déchets. Et j'étais déjà maire adjoint 2004-2007. Et pendant 10 ans aussi, j'ai travaillé avec les collectivités. Donc, c'est donc des expériences
acquise sur le tas. Tous les collaborateurs, tous ceux qui me connaissent, savent que je travaille avec les municipalités. Donc, Et puis, ça vous donne l'opportunité aussi de faire à un différent nouveau et aussi. Donc, oui, pour conclure, je vous ai dit que je n'ai pas été élue parce que je n'étais pas candidate. Donc, à la fin du mandat des maires élus en 2020, donc, bon, j'ai été choisie pour faire partie du cortège. Voilà. D'accord. C'est bien. Oui, donc, et définitivement, et le fait que les Cayes et la ville des Cayes est surpeuplée maintenant, mais comment allez-vous comme la mairesse des Cayes? Comment et qu'est-ce qu'on fait pour aider à toute la population qui maintenant qui vit au Cayes et il y a eu une migration, vous avez dit, c'est ça? Oui, il y a cette migration. Alors justement, moi, je fais la plaidoirie pour que ceux qui font la reconstruction dans les réunions au niveau départemental, je me positionne toujours pour qu'on fasse la reconstruction dans les communes. Si on ne reconstruit pas à Campérin et à Maniche, les enfants vont venir à l'école au CAI. Donc, il faut reconstruire les communes, il faut apporter les services de base dans les communes, l'eau, l'électricité, les écoles pour que ça se passe dans les communes également. C'est ce qui s'est passé à Port-au-Prince. On est en train de préparer le plan communal de développement, faire l'étude des sols, l'évaluation des risques, où on peut construire, parce qu'on a deux rivières de chaque côté, une rivière de chaque côté de la ville. Donc, où est-ce qu'on peut construire, comment on peut agrandir. Donc, les gens sont déjà commencé à faire, ils ont fait les lotissements. La ville a eu une extension non contrôlée par les autorités. Donc, on est en train de faire des études de risque et faire le plan et pour encourager la population à aller construire les écoles dans les communes. Dans les communes. Parce que c'est ce que j'allais dire, c'est ce que je pensais. Oui, parce que à Port-au-Prince, Port-au-Prince est totalement surpeuplé. Et puis, c'est l'une des causes, c'est pas seulement ça, mais parce que quand c'est surpeuplé, comme vous avez dit, les enfants ils n'ont rien à faire en Haïti, donc c'est facile d'aller faire pour survivre, c'est facile de prendre un chemin qui ne soit pas bien pour eux et pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que je me demande, bon, si les Cayes aussi va avoir ce problème de population, la population va être beaucoup trop pour les Cayes, mais c'est bien, donc il faut aussi aller faire toutes ces choses-là dans les communes pour décentraliser les Cayes. C'est ce que vous êtes. C'est que chacun apporte un peu de solidarité aux enfants et aux jeunes. Parce que si vous avez un enfant sous votre responsabilité qui est à Maniche ou bien à Campérin ou bien à Chantal, à Ducis, quelque part, apportez-lui de l'aide pour qu'il puisse rester dans sa commune et chez ses parents. L'enfant est bien chez ses parents. Donc, quand on envoie un enfant chez quelqu'un, là, on risque beaucoup de choses. La promiscuité, les cas de viol, la délinquance, c'est tout ça. Et comment peut-on faire? Si vous avez un geste de solidarité à faire, c'est d'encourager les enfants à rester chez eux, ou bien de contacter une directrice d'école dans une commune, dans une section, et apporter l'aide directe à la population, ou bien une salle informatique. Les écoles sont toujours victimes. Hein? Quand il y a un tremblement de terre, les écoles ne fonctionnent pas, les manifestations, on ne travaille pas, le Covid, ça fait plusieurs années. Il y a des gens à l'université, l'université c'est 4 ans, maintenant ils sont en 6e année dans une université de 4 ans. Chaque année, les écoles sont toujours victimes. Donc, si on apporte la solidarité, une salle informatique pour permettre l'éducation à distance, des tablettes pour les enfants, la formation des professeurs, donc on pourra améliorer le système éducatif et diminuer un peu la délinquance, le taux de chômage, ou bien de ceux qui vont grandir les rangs comme pépinières pour l'insécurité. Mon message, c'est d'appeler beaucoup plus à la solidarité de chacun et de chacune. Chaque petite pierre que vous apportez, ça compte beaucoup pour un enfant, pour une école. Vous ne pouvez pas faire une grande route ou un grand hôpital, mais un enfant que vous éduquez, que vous accompagnez, ça a déjà son poids. Donc, si par exemple, 10 personnes, 10 écoles, 100 personnes, 100 écoles, la situation va s'améliorer. Par exemple, ce que vous dites, donc, si il y a tant d'Haïtiens en dehors d'Haïti qui aimeraient aider, mais ils ne savent pas quoi faire. Donc, si chaque Haïtien qui est en dehors d'Haïti pouvait adopter de loin, une adoption de loin, bien sûr, adopter un enfant pour les aider à
comme vous avez dit, et à aller à l'école, à rester chez eux avec leurs parents et tout ça, et donner une aide financière à l'enfant ou aux parents. Donc, ça apporterait un changement. Donc, moi-même, personnellement, pour cette année, j'ai 5 enfants que j'ai envoyés à l'école. Non, mes enfants sont déjà grands, ils sont déjà mariés. J'ai financé 5 enfants que j'ai envoyés à l'école. Donc, si chaque personne donne du financement à 5 enfants, ce n'est pas du cash que vous donnez d'un seul coup. Donc, un ami à l'étranger m'envoie $100, et bien avec les $100, on paie la rentrée, l'uniforme, et avec un deuxième montant, et puis l'année peut être bouclée avec 200 ou $300 américains. Donc, si vous encadrez 1, 2, 3 ou 5 enfants, moi, j'ai accompagné beaucoup d'enfants en ce sens. Donc, si chaque Haïtien accompagne 2 enfants, 1 enfant, 3 enfants, donc on pense qu'on peut faire quelque chose de bon, diminuer le taux de délinquance. Mais comment peuvent-ils identifier ces enfants-là? Comment retrouver ces enfants-là? Comment savoir à qui, avec vous, bien est-ce qu'il y a une organisation? Comment trouver ces enfants-là pour les aider? Bon, en fait, moi-même, je n'ai pas fait de mobilisation, mais il y a des églises qui font cette mobilisation, il y a des institutions, je sais, qui le font. Dans le secteur protestant, je sais qu'il y a Compassion internationale, il y a Plan international, il y a des personnes qui passent par les orphelinats pour apporter de l'aide aux enfants nécessiteux. Bon, moi-même, personnellement, c'est une initiative privée et parfois aussi, on passe par des groupes d'églises pour apporter l'aide directement aux enfants qui nécessitent de l'aide. Et combien d'orphelinats qu'il y a maintenant au CAI? Pardon? Combien d'orphelinats qu'il y a maintenant au CAI? Oh, non, je n'ai pas trop d'informations, mais puisque j'ai travaillé dans une orphelinat, je sais qu'il y en a beaucoup, parce que les gens qui viennent chercher de l'emploi vous apportent toujours une lettre qui vous disent ou bien qu'ils ont travaillé à Projet Espoir, ou bien qu'ils étaient avec Asile d'Orca, ou bien qu'ils étaient avec tel autre, le Réconfort qui se trouve à Torbec, ou bien à Cité-Lumière, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui sont suivis. C'est le ministère des Affaires sociales et l'Institut de bien-être social et de recherche qui fait le suivi, qui accompagne, qui vérifie les normes, si les enfants... Et où sont les parents? Où sont les parents? Où sont les parents de ces enfants? Eh bien, dans les orphelinats, alors disons que ce sont des enfants en situation difficile, des familles monoparentales ou bien des familles nombreuses. Parce qu'il y a des parents qu'on a rencontrés dans les orphelinats qui viennent voir leurs enfants qui ont 6, 7, 8 enfants. Donc, qui n'ont pas les moyens pour aider les enfants. Et là où j'étais à Projet Espoir, pendant un certain temps, on les ramassait dans les rues. On allait à l'hôpital. Il y a des enfants qui sont abandonnés. Il y a beaucoup d'enfants qui sont abandonnés dans les hôpitaux, vous savez. Et pendant que je suis à la mairie aussi, quand on est maire, on est le père de tous les enfants abandonnés. J'ai signé beaucoup d'actes de naissance pour les enfants qui sont abandonnés dans les hôpitaux. Donc avec, oui. Vous parlez des nouveau-nés? Oui, des nouveau-nés qui sont abandonnés dans les hôpitaux. Les parents les abandonnent. Ils prennent la fuite et ils laissent les enfants à la merci de l'hôpital ou des bienfaiteurs ou bien n'importe qui. En décembre de l'année dernière, c'était aux abords du marché, un enfant est resté toute la journée. On a dû appeler la police, on a appelé la mairie, on m'a appelé pour récupérer. Donc, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'enfants qui sont abandonnés. Il y en a qui sont abandonnés. C'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Et ça se passe partout en Haïti, c'est pas seulement au CAI, ça se passe partout, j'en suis sûre. Oui, donc la situation de pauvreté, c'est pas seulement les enfants qui sont abandonnés, mais il y a des adultes qui sont abandonnés également. Il ne se passe pas une semaine pour qu'on nous appelle pour nous dire qu'il y a un indigent qui est décédé de venir ramasser le cadavre. Donc, qui n'ont pas de parents, mais qui ont vécu dans les rues et puis on vient pour ramasser le cadavre. Il y a toujours ça. C'est le travail de la mairie. Donc, Haïti a tant de problèmes. Donc, par où commencer? Je sais qu'il y a tant à faire. Il y a tant, et ça, c'est une opportunité de faire des changements, bien sûr. Mais tout le monde peut commencer. Tout le monde peut commencer. Les femmes, on est multitask, on est polyvalent. On ne peut pas aller l'un après l'autre, on ne va pas résoudre, on ne pourra pas. Si vous êtes spécialisé, il faut attaquer le tout ensemble. Commencez dans l'éducation. Si vous voulez commencer avec la santé, commencez. Ou bien vous prenez les enfants, prenez les enfants. Si vous voulez avec l'agriculture, eh bien, encadrer quelques paysans, apporter-leur des machines
pour qu'ils puissent travailler la terre. Il faut commencer partout à la fois. Il faut mettre tout le monde en chantier, mettre tout le monde au travail. Vous voulez commencer avec l'éducation, eh bien, allez-y, faites quelque chose. Vous voulez commencer avec des petits projets générateurs de revenus pour aider les femmes, puisque c'est quand même un secteur qui fait parler de lui, et encadrer les femmes, autonomiser les femmes. Et parce que la pauvreté, généralement dans le monde, la pauvreté est féminine, eh bien, encourager les femmes et la formation sur l'entrepreneuriat, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils savent faire, capitaliser sur ce qu'on peut faire et créer de la richesse avec et avancer. Donc, création de richesse, il y a beaucoup de chantiers à développer, hein. Créer de la richesse, encadrer les femmes, encadrer les enfants, encadrer un enfant à l'école ou bien un hôpital, une dispensaire. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a pour aider, pour apporter sa solidarité, apporter une petite pierre. Et vous pouvez l'apporter directement en appelant les directrices d'école, chercher le contact d'une directrice et vérifier ses besoins et apporter-les directement à cet enfant-là. Assurez-vous que l'enfant ait à manger chaque jour pour que l'enfant puisse apprendre correctement, que l'enfant ait tout son matériel, que les écoles ont tout le matériel didactique pour que le travail soit bien fait. Il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que à mettre en place. Si on a besoin d'une liste des orphelinats, comment peut-on l'acquérir? Et bon, en fait, si le ministère des Affaires sociales a quand même sa liste, et si on contacte la mairie aussi, non, mais vous êtes en tant que point focal et on va rester en contact et vous m'envoyez des emails pour me demander des listes d'écoles avec les noms. Si vous voulez des 3 écoles, vous établissez vos critères. Certaines personnes viennent me demandent, je veux des formations avec une école à Port-Salut, une école locale, une école à Campérin. Cherchez-moi des noms. J'envoie des noms et les coordonnées, vous venez, vous faites la formation. Vous voulez donner du matériel, je cherche les noms et on vous met en contact et vous apportez la formation ou bien le matériel. Donc, vous, si vous êtes contacté, eh bien, tout simplement, c'est une relation qui vient d'être établie avec Candide Créole. Donc, on vous appelle pour des informations directes. Eh bien, je vous passe des coordonnées d'un directeur d'école ou bien d'un orphelinat ou bien d'un médecin ou bien d'un hôpital, ce que vous voulez faire. Parce qu'à Candide Créole... C'est votre nouvelle mission pour le Sud, hein? C'est votre nouvelle mission, c'est la mission. C'est la nouvelle mission pour le Sud. Il y a un point focal parce que moi... Oui, c'est ça. Et quand je vois que les enfants sont des cadeaux pour chacun de nous. C'est comme ça que je regarde les enfants. Donc, quand je pense à la souffrance des enfants, des nouveau-nés qui ont été abandonnés à l'école, et même les adultes, comme vous l'avez dit aussi, qui sont abandonnés aussi, et c'est vraiment triste que ça se passe dans notre pays. Et Haïti, parce que j'ai grandi en Haïti, et c'est vraiment triste de voir qu'il y a tant de souffrance. Et je sais, et la bonne nouvelle, parce qu'il y a toujours une bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas les gangs au CAI. Même, ça ne veut pas dire que la sécurité, c'est à 100%, parce que la sécurité n'est pas à 100% n'importe où, même si on vit aux États-Unis, il y a des crimes partout. Mais au moins, vous n'avez pas ce qui se passe à Port-au-Prince. Oui, en fait, il y a beaucoup d'institutions, d'organismes qui accompagnent les jeunes, qui accompagnent les filles, l'éducation sexuelle, la santé de la reproduction. Il y a tout ça. Et puis à l'école, il faut beaucoup plus de cours d'éducation sexuelle pour que les jeunes puissent se contrôler pour les cas de grossesse précoce et tout ça. Il y a un travail de sensibilisation qui... Et les parents aussi, est-ce qu'il y a... Ça aide beaucoup. Et puis les parents aussi, comme vous l'avez dit, quand la pauvreté, malheureusement, quand il y a tant de pauvreté, les parents ont trop d'enfants. Oui, d'accord? Bon, est-ce qu'il y a des formations aussi pour les parents? Ça peut être un hasard d'avoir un enfant. En plein 21e siècle, avoir un enfant, ça doit être un acte responsable, un acte citoyen. C'est un choix. C'est vrai, mais on ne peut pas tomber enceinte par accident. Et avoir un enfant, on ne peut pas s'occuper de cet enfant. On n'a pas le capital nécessaire, on n'a pas la santé, on n'a pas une maison, on ne sait pas où est-ce qu'on va loger, on n'a pas les fonds pour aller à l'hôpital, pour emmener cet enfant à l'école. Ça doit être un acte responsable, un acte de citoyen responsable. On ne peut pas venir, j'ai 3 enfants, j'ai 10 enfants, aidez-moi. Non, mais c'est un acte. Non, c'est un choix. Vous avez fait ce choix-là.
cette responsabilité que nous devons rechercher. Beaucoup de personnes ont tendance à rejeter la pierre sur les autres. C'est la faute de l'État, c'est la faute de X, c'est la faute de X. Non, Mais c'est non. vous, en tant que citoyen, c'est votre responsabilité de vous occuper de votre enfant. C'est votre responsabilité de choisir ou non d'avoir 1, 2, 3, 6 ou 10 enfants. Si vous n'avez pas d'argent, si vous êtes pauvre, vous êtes irresponsable si vous avez 10 enfants. C'est On respecte la total. liberté individuelle, on respecte les droits de l'homme, mais chaque personne doit être responsable de ses actes. C'est ça, c'est bien, c'est bien. J'espère que c'est une première. On a beaucoup dit, c'est une première et j'espère que Isabelle, on va quand même rester en contact. Là, Oui, on a c'est parlé bien. de tout et de rien, mais un jour, si on choisit un thème seulement parler d'éducation, on a beaucoup de choses à dire sur l'éducation. On peut choisir de parler de l'exode rural, on a beaucoup de choses à dire. On peut choisir de parler de l'urbanisme. Au cas, on va rester strictement sur l'urbanisme. Si on choisit de parler des enfants en situation difficile, on va strictement rester. Donc, j'espère qu'on aura d'autres occasions d'offrir autre chose. Et si on doit offrir ce qui est beau, pourquoi c'est la ville de l'hospitalité aussi? Il y a encore d'autres occasions et beaucoup d'autres thèmes à développer pour aider les gens à aller mieux, à mieux comprendre et à mieux investir chez eux, dans le sud, en Haïti. Et où est-ce qu'il fait bon vivre? Pourquoi il faut aimer son pays? J'espère qu'on aura d'autres occasions et Oui, d'autres c'est thèmes à bien sûr. développer. Bien sûr, bien sûr. C'est vraiment, j'ai apprécié cette conversation parce que, comme vous l'avez dit, il y a tant et tant de choses dont on pourrait parler en Haïti et de ce qui se passe en Haïti, donc de ce qui se passe au CAI. Donc, et vraiment, cette conversation, on ne pourra pas tout aborder dans une conversation. On ne pourra pas tout aborder. Donc, et moi, donc, et ce que je fais avec tous les invités que j'ai sur Candide Créole, c'est leur demander, et pour conclure, et j'ai quelques questions à vous demander, et à vous poser alors, et vous ne faites pas partie du groupe encore, donc je ne vais pas vous demander ce que vous pensez du groupe, parce que c'est une question que j'aime demander aussi, j'aime poser aussi. Mais qu'est-ce que vous avez l'intention de faire dans les 5 prochaines années au CAI? Comment allez-vous aider les CAI et dans les 5-10 prochaines au futur? Moi, c'est vrai, on est en train de préparer un plan de développement, on est en train de créer une vision de la ville des Cayes dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans. On est en train de créer cette vision. Moi, avec les expériences que j'ai eues, je compte continuer à travailler à travers mon institution privée pour accompagner les municipalités. Parce qu'on n'a pas une école pour apprendre la gestion municipale, mais toute cette expérience, tous les contacts que j'ai, je compte mettre ça à profit après pour aider les élus dans tout le département, pour continuer à travailler avec eux, leur apporter de l'aide, identifier les projets et avancer avec leur plan de développement, leur service urbanisme, comment monter les services, faire la gestion du personnel. Je travaille également comme chef du personnel à l'hôpital Brenda. Donc, et durant mon passage à la Téléco aussi, je travaillais un peu aussi dans la gestion du personnel. Et donc, il y a beaucoup de choses que je peux partager avec les municipalités, comment faire un plan de travail, comment recadrer vraiment leur administration. Et je compte continuer à servir à travers mon institution que je suis en train de monter après mon passage pour continuer à travailler. Parce que c'est ma ville, c'est ma commune. On a un département à reconstruire. Il faut que cette vision puisse arriver à tout le monde pour qu'on se mette ensemble pour reconstruire le département. Et dans chaque mairie, il y a une femme maire. Il y a aussi l'apport des femmes, les femmes mères. Quel est votre apport? Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que femme? Les femmes sont multitask, polyvalentes. On peut toucher plusieurs chantiers à la fois. C'est nous sommes femmes, nous sommes comme ça. Donc, nous sommes femmes voyantes, comme on dit en créole, nous sommes femmes voyantes. Oui, c'est ça. Il faut nous créer, il faut nous bailler la vie, il faut nous chercher côté la vie. Hein. C'est ça. Et puis, donc, 3 questions, et non, c'est pas une question ça. Est-ce que quel mot que vous pouvez utiliser et pour décrire votre vie en Haïti? Si vous pouvez ça dire en un mot. C'est juste une question que j'aime demander et que j'aime poser. Et pouvez-vous décrire la vie en Haïti en un mot? La vie en Haïti? Non, moi je veux parler de la ville des Cayes, c'est la ville de l'hospitalité. La vie des Cayes. Bon, votre vie alors. La ville de l'hospitalité, il fait quand même bon vivre au Cayes.
Vous pouvez venir circuler, vous n'allez pas trouver des gens en train de se battre ou de se dire des mots choquants. Il y a toujours la mer qui vous attend, il y a notre bonne cuisine qui vous attend, le poisson boucané, le lambi grillé à geler, il y a toujours nos restaurants, notre bonne cuisine bien épicée qui vous attend. Et les cailles, c'est spécial. Venez manger au cailles. Même si ma chambre cap là où on fait bon manger. Donc, il C'est y a bien. notre cuisine qui est spéciale, il y a l'hospitalité, il y a encore la mer, on a des hôtels accueillants, vous venez passer un bon temps pour vous recréer, vous reprendre, ça facilite la résilience quand vous venez pour vous détendre. Si vous voulez aider, il y a un champ, vous pouvez aider. Si vous voulez construire, venez construire avec nous. Si vous voulez éduquer, venez enseigner avec nous. Mais on a besoin de travailler, on a besoin d'enseigner, on a besoin d'éduquer. Venez apporter votre solidarité, même si c'est en direct, même si c'est loin, mais au moins demandez-nous C'est l'adresse d'un possible. C'est enfant, d'un possible. parent. Tout le monde a le téléphone. Les Oui, c'est directrices d'école ont possible. leur téléphone, ils ont Internet. Vous pouvez C'est ça. rentrer en contact avec eux directement et appuyer une école. Et Et ça, quel votre petit cœur, conseil, ça va compter beaucoup. d'accord. C'est Et mon quel message. conseil que Et je vous suis aimeriez joignable, donner aux Haïtiens? et je suis joignable sur le 37 48 28 69 par WhatsApp, et puis c'est mon téléphone. Et vous aussi, Isabelle, et vous pouvez être un point focal. Dès que vous avez besoin d'informations, je réponds toujours à nos emails pour les informations. Si vous montez un petit projet, un petit programme, vous voulez aider des enfants, ou bien une école, ou bien un hôpital. Donc, vous aussi, et c'est pourquoi j'aime bien entamer ce dialogue avec beaucoup de personnes pour nous aider à reconstruire le département du Sud et en particulier la ville de Caille. Oui, oui, il y avait quelqu'un dans le groupe qui est en train de faire ça aussi. Et elle a une organisation qui s'occupe, je ne sais pas exactement, je sais pas si, du Sud. Je ne me souviens pas si c'était les Cailles ou Jacmel, mais je pense que c'était les Cailles. Donc, elle aussi, elle est en train de s'organiser pour aider aussi. C'est ce qu'elle fait. Elle a déjà une organisation bien établie, c'est ce qu'elle fait aussi. Elle fait partie de notre groupe aussi. Donc, on a besoin de combien de mains que nous joignent, toutes mains que nous joignent, on a besoin parce qu'il y a tant à faire. Il y a tant à faire. Bon, d'accord. Et quel conseil que tu aimerais donner aux Haïtiens? Bon, le conseil, c'est toujours apporter votre solidarité, mais dans la main, c'est vrai qu'on a notre devise, l'union fait la force, mais apportez votre petite pierre. On attend votre petite pierre et pour la construction de l'édifice. Donc, vous avez appris beaucoup de choses ici et apportez-nous un peu de ce que vous avez appris à la terre natale. On nous dit qui ça nous a fait pour le pays. On nous regarde qui ça nous a fait pour nous Absolument. pour nous un meilleur pays. Absolument. Donc, merci encore. Merci, Mère Rameau. Donc, c'était vraiment bien et j'ai apprécié toutes les informations qu'on a reçues. Et par grand pile monde, pile haïtien qui t'en délit. Et c'est vraiment bien parce que moi, j'ai même quelqu'un qui m'avait contacté. Elle n'est pas haïtienne. Elle m'avait contacté pour me demander comment puisse-t-elle aider, comment elle peut aider Haïti. Donc, ça fait plaisir que nous parlons aujourd'hui, nous sommes capables de tout ça que nous besoin dans le département, dans le secteur Kailan. Donc, vraiment, merci beaucoup et j'ai vraiment apprécié la conversation. C'est Donc, à moi de vous remercier, Isabelle. C'est à moi de vous remercier parce que vous m'avez permis de parler, d'exprimer, de dire les besoins, les potentialités, comment on peut faire pour nous aider directement, pour aider directement la population. Et merci encore pour ce travail. Continuez et je pense que vous semez, vous allez récolter. OK? Là, quand vous parlez, c'est parce que vous semez. Un jour, vous verrez la récolte. Dans 5 ans, dans 10 ans, vous verrez cette récolte. Donc, merci à chaque Haïtien qui va apporter sa solidarité. On attend vos gestes de solidarité. Chez nous, on dit « piti pas di chiche ». Eh bien, piti pas di chiche. Le peu que vous avez à donner, vous pouvez donner ça. Donc, vous pouvez aller à l'église, collecter $100, et bien, ça va permettre à un enfant d'aller à l'école. Hein. Donc, ouais. piti pas di chiche, apportez votre aide, apportez votre solidarité. C'est bien, c'est bien. Donc, merci encore, merci. J'espère que Haïti, toutes les communications, toutes les conversations que je fais sur Candide Créole, Haïti va récolter et va recevoir la récolte. C'est mon désir, c'est mon désir. Donc, merci et comme d'habitude, je dis toujours à la fin d'une conversation,
La paix pour Haïti, peace pour Haïti, peace for Haiti, peace for Haiti, love, amour pour Haïti et puis la bénédiction de Dieu pour notre pays et pour tout le monde. D'accord. Merci encore. Merci, Isabelle, et la paix pour Haïti et love pour Haïti. Merci. Au revoir. Bye bye. Bye.